Bonjour, je suis Jocelyne Guillon du Magogie. Bienvenue à ce webinaire. Donc, c'est sur la question de la polymédication, comment on fait lorsqu'on prend plusieurs médicaments, comment on évite les risques pour la santé. Aujourd'hui, donc, c'est le webinaire avec le docteur Pascal Chevalet, qui est chef de service de gériatrie au CHU de Nantes. Et puis, on a le docteur Vincent Oudaoudia, qui est président du Gérontopole Pays de la Loire, qui va faire l'animation et puis gérer la période de questions. L'étutonomie, c'est une web série sur YouTube depuis 2019. Ça a été mis en place avec Malakoff Humanis et des experts du médico-social. Donc, c'est des tutoriels pour aider au quotidien les personnes qui soutiennent un proche en perte d'autonomie. Et puis, depuis cette année, on a lancé ces webinaires mensuels parce qu'il y a des thématiques qu'on ne peut pas traiter dans un tutoriel. Ces webinaires, ça va vous permettre d'échanger avec un expert, d'avoir un aperçu rapide des aides, puis ça s'élargit un peu plus sur le bien vieillir. Donc, c'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et puis l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire et des professionnels qui viennent intervenir. Alors aujourd'hui, on accueille le docteur Pascal Chevalet pour ce thème de la polymédication chez les personnes âgées et les risques pour la santé. Le docteur Pascal Chevalet est un praticien hospitalier, il est gériatre, il est chef du service de médecine polyvalente gériatrique au CHU de Nantes et c'est lui qui va donc nous présenter ce thème. Merci Vincent, et puis merci à votre association, merci à vous de me donner la parole sur ce sujet qui m'intéresse dans ma pratique énormément, qui est à l'ordre du jour absolument tous les jours de la semaine sur l'hôpital, dans le service qui est le mien. La polymédication, ça nous préoccupe, ça préoccupe tous les seniors et beaucoup se posent des questions sur la prise en charge thérapeutique globale tout au long de l'évolution de ses propres pathologies ou des pathologies de ses proches. La polymédication, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de prendre plusieurs médicaments, c'est d'en prendre plus de 5, au moins 5 quotidiennement, 5 médicaments différents. Alors, comme on va le voir, la polymédication n'est pas toujours évitable. Ce n'est pas nécessairement un phénomène négatif. Ce qui serait un phénomène négatif, c'est de ne pas chercher en permanence à rediscuter du traitement global, à diminuer le nombre de médicaments. À défaut d'atteindre des objectifs, il faut tendre vers cette diminution. En effet, donc, comme je le disais, de nombreuses pathologies très liées à l'âge, souvent, justifient l'association de plusieurs médicaments. Mais de plus, beaucoup de personnes âgées sont également polypathologiques, d'où un risque d'empilement de tous ces traitements, d'allongement sensible des ordonnances. Et par exemple, si on a comme en moyenne 4 ou 5 pathologies chez le sujet âgé, on ne va pas pouvoir admettre de recevoir 2 médicaments pour chaque pathologie. La liste devient tout à fait extraordinaire. Car cette polymédication, ça a été largement démontré, expose à des risques. Déjà aux interactions entre les médicaments. Pour commencer, quelques chiffres. Les polypathologies, ça nous intéresse beaucoup, là on parle des seniors aujourd'hui, intéressent plus de 9 millions de personnes en France. Donc 9 millions de personnes sont traitées pour plusieurs pathologies. Et 4 millions de personnes prennent au moins 5 médicaments de source assurance maladie. En France, selon les techniques de mesure, 14 à 49% des plus de 75 ans, ce qui représente actuellement 10% de la population, sont polymédiqués, donc prennent plus de 5 médicaments, et même 10% prennent plus de 10 médicaments, ce qui représente une polymédication dite majeure. En gériatrie, donc dans mon milieu professionnel, 20% des hospitalisations sont liées de près ou de loin à un événement iatrogène médicamenteux, donc un événement indésirable lié à un médicament. De près ou de loin parce que ce qui a conduit à l'hospitalisation, on le voit bien, ça peut être l'effet iatrogène lui-même ou alors cet effet est survenu pendant la cascade d'événements qui a conduit à l'hospitalisation et a donc aggravé la pathologie. Les accidents liés aux médicaments sont ainsi impliqués, on l'estime, pour environ 130 000 hospitalisations par an,
alors que beaucoup de ces effets indésirables seraient prévisibles, seraient évitables. Quand on prend beaucoup de médicaments, eh bien, il y a bien sûr plus de risques d'interaction. Et parmi ces événements médicamenteux indésirables, 15% seraient directement liés à une interaction entre deux médicaments. Alors, si on prend l'exemple d'un mal français qui est celui des psychotropes, c'est un mal culturel et sociétal. Je vous rappelle qu'en France, on est donc en tête dans la consommation, on est un des pays en tête dans la consommation des psychotropes. Une personne sur deux de plus de 70 ans en France consomme un psychotrope, c'est énorme. Et en fait, plusieurs psychotropes sont souvent associés chez la même personne. Un psychotrope, c'est un médicament qui affecte le psychisme. Donc, c'est un médicament qu'on donne dans l'anxiété, dans la dépression, dans les troubles du sommeil, dans les troubles du comportement. Alors, justement, la maladie d'Alzheimer augmente encore ce taux de 10%. Parmi ces psychotropes, les plus dangereux sont les neuroleptiques. 15% des plus de 85 ans avec une maladie d'Alzheimer prennent donc un neuroleptique. C'est un paradoxe puisque ces personnes sont aussi les plus fragiles et c'est celles qui seront les plus fragilisées par ce neuroleptique. Alors, les conséquences de cette polymédication, c'est déjà la diminution de l'adhésion thérapeutique. Alors, c'est quoi l'adhésion thérapeutique? Eh bien, c'est un acte émanant du patient et des professionnels qui sont autour de lui. C'est un acte qui vise à recevoir une information sur un traitement donné, comprendre cette information, accepter les objectifs thérapeutiques. Donc, c'est un acte qui nécessite une forte implication du patient et des personnes qui sont autour de lui. Quand on prend beaucoup de médicaments, vous comprendrez que l'adhésion thérapeutique à tous ces médicaments est plus difficile à obtenir. Et donc, l'observance du traitement, c'est-à-dire le fait de bien prendre son médicament tous les jours, sera donc plus difficile à obtenir. Donc, les gens vont moins prendre correctement leur traitement. Donc, diminution de l'adhésion, moins bonne observance. Et puis, on l'a dit, pathologie en cascade chez la personne âgée, avec des conséquences parfois irréversibles qui vont menacer sa survie ou alors altérer la qualité de vie. Les conséquences de la iatrogénie, qui est donc souvent liée à la polymédication, sont plus sévères chez la personne âgée parce qu'elle est plus fragilisée. En effet, le patient âgé est plus vulnérable face aux médicaments. Déjà, malheureusement, avec l'avancée en âge, on cumule les problèmes, on cumule les pathologies, mais aussi les prescripteurs deviennent multiples. Il y a le médecin généraliste, il y a le cardiologue, il y a le pneumologue, il y a le psychiatre éventuellement, enfin il y a un tout, il y a le diabétologue, et chacun finalement va empiler ses thérapeutiques. Le patient âgé est fragile, il a une faible réserve fonctionnelle, avec donc un risque de problème en cascade, c'est-à-dire que les pathologies entraînent d'autres pathologies, et c'est comme ça qu'on se retrouve facilement à l'hôpital. Par ailleurs, l'élimination des médicaments est plus complexe, est plus difficile, est plus altérée souvent par l'altération des reins. Les reins fonctionnent de moins en moins avec l'âge, par éventuellement les troubles nutritionnels qui se développent, par les troubles de la déglutition. Le patient âgé est vulnérable en raison de ces troubles cognitifs, vous en savez sûrement quelque chose, avec une observance altérée, la polymédication liée aux troubles cognitifs, et puis surtout une difficulté de ressentir les effets indésirables des médicaments et une difficulté d'exprimer ces effets indésirables. Il y a aussi certainement, on ne peut pas le nier, des phénomènes d'isolement social, socioculturel. Et puis, dans les pathologies, la prise en charge des pathologies, un défaut de prise en charge non médicamenteuse, c'est-à-dire qu'on pense d'abord médicaments, mais on ne pense pas à tout ce qu'on pourrait mettre en place en dehors du médicament. C'est vrai, par exemple, on l'a vu dans le topo du docteur Sahel, sur les troubles du comportement de la personne ayant des troubles cognitifs.
C'est vrai aussi pour d'autres pathologies qui nécessiteraient, par exemple, de l'activité physique. Juste pour définir troubles cognitifs, ce sont les troubles des fonctions intellectuelles, les troubles de la mémoire, les troubles de la compréhension, les troubles de l'orientation. Ce sont donc tous ces troubles qu'on appelle les troubles cognitifs. Quelles sont les causes de la médication, de cette polymédication? Les intervenants multiples, on l'a dit, et chacun empile un à un ses traitements. On est un petit peu guidé en tant que médecin par l'évidence-based médecine, hein, c'est-à-dire en fait la science par les preuves, et on nous dit par exemple qu'un infarctus de myocarde nécessite de sortir avec 4 médicaments. Voilà. Comme on empile les pathologies, eh bien, on veut donner le traitement optimal, le traitement qui a été démontré comme efficace, et on va finir par donner plein de médicaments. L'arrêt d'un médicament est donc vécu par rapport à ces gold standards, à cette médecine par l'épreuve, comme une perte de chance. Il est vécu par le médecin comme ainsi, et aussi souvent par le patient. Il faut aussi du temps donc pour réviser l'ordonnance, pour avoir une vue globale sur l'ordonnance du patient, pour essayer de hiérarchiser les pathologies à traiter, hiérarchiser les médicaments en fonction de leur efficacité et des risques dans une population fragile, expliquer ces adaptations qui vont être proposées et obtenir une bonne adhésion au traitement, mais aussi à un traitement donné, mais aussi à l'ensemble du traitement finalement. On n'a pas l'habitude en France d'adapter ainsi les ordonnances au fur et à mesure du vieillissement. Il y a d'autres difficultés qui se greffent là-dessus, les difficultés de la médecine générale, et on voit de plus en plus de gens qui ont du mal à obtenir, à avoir un médecin traitant. Il y a des déserts médicaux, même en ville. Il y a aussi un manque de place pour l'évaluation des spécialistes en gériatrie et pour l'évaluation du pharmacien, mais on en reparlera. Il y a des causes dues aux patients, la culture du médicament, la culture des 30 glorieuses, où finalement, moi je me souviens, mes grands-parents étaient très heureux de prendre beaucoup de médicaments, se sentaient en sécurité. Et puis, peut-être les inconvénients du système de santé français, qui est un système vraiment audacieux, performant, où finalement, la plupart du temps, dès qu'on est en ALD, on ne paye plus nos médicaments. C'est que des avantages, ce système de français. Mais il y a quelques inconvénients, c'est que on n'est pas poussé, en tant que médecin, en tant que patient, à réduire ce nombre de médicaments. Alors, quelles seraient les solutions pour réduire cette pression de tous ces médicaments? Déjà, la première solution, c'est de dépister, de connaître un petit peu les effets indésirables des médicaments, les effets iatrogènes, parce qu'ils sont souvent inattendus. On ne s'imagine pas que les signes que présente son proche ou ses propres signes cliniques peuvent être liés à un médicament. Chute à répétition, malaise, ralentissement, difficulté dans la gestuelle, confusion, c'est une perte de repères, souvent assez brutale, évolution rapide des troubles neurocognitifs, troubles du comportement comme de l'agitation, de l'agressivité, de l'apathie, une somnolence, des fausses routes, une perte d'appétit, la constipation, la déshydratation, les hypoglycémies, faire de l'hypotension. L'hypotension peut être permanente ou juste au lever. On parle d'hypotension orthostatique. Faire l'inverse, faire de l'hypertension alors qu'on n'avait pas ces chiffres avant. Avoir de l'incontinence ou au contraire être en rétention urinaire, présenter une hémorragie. Il y a plein de signes comme ça qui peuvent être liés à un médicament. Et l'un des moins connus, c'est simplement la toux. Tousser plus fréquemment qu'avant toute la journée. Ça peut être l'effet indésirable de certains médicaments. Donc, alerter le médecin face à ces signes, souvent atypiques, surveiller des médicaments qui ont une faible marge thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a un faible écart entre l'effet bénéfique et l'effet indésirable. Donc, ce sont souvent quasiment tous les médicaments du système cardiovasculaire, tout ce que vous donne le cardiologue, les médicaments du diabète. Tous les psychotropes sont à faible marge, on évite donc dans les effets indésirables après avoir eu des effets bénéfiques. Les médicaments de la douleur, j'ose dire malheureusement, certains antibiotiques, les médicaments de la goutte. Et à côté de ces médicaments à faible marge thérapeutique, il y a aussi des médicaments qui sont franchement déconseillés chez la personne âgée fragile. On parle de médicaments inappropriés quand très souvent le risque dépasse les bénéfices chez les personnes âgées fragiles. Les anti-inflammatoires en comprimé, les neuroleptiques, certains médicaments pour troubles du
sommeil, l'anxiété. Les médicaments dits anticholinergiques sont des médicaments donc qui vont diminuer le taux d'acétylcholine dans le sang et qui vont entraîner constipation, bouche sèche, rétention urinaire, chute, confusion. Et il y a beaucoup de psychotropes, notamment des antidépresseurs qui sont anticholinergiques, certains médicaments des démangeaisons, des médicaments d'incontinence, des dilatateurs des bronches, certains médicaments de la douleur, de la maladie de Parkinson. Alors, à côté des alertes qui peuvent provenir de l'usager, eh bien, il y a le médecin traitant, le gériatre, dont le rôle, c'est essayer de hiérarchiser les pathologies à traiter, de réévaluer au fur et à mesure de l'avancée en âge, c'est-à-dire chaque année, et en fonction des événements qui se présentent, les bénéfices et les risques du médicament, gérer le paradoxe qui nous met mal à l'aise en tant que professionnel de santé, c'est-à-dire de ne pas toujours donner le traitement optimal aux patients, car cela va être trop dangereux. Et nous avons du mal, c'est vrai, en tant que professionnels, à gérer ce paradoxe. En effet, de toute façon, beaucoup d'essais cliniques évaluent peu les personnes âgées fragiles, qui sont d'ailleurs toutes différentes. C'est très difficile, c'est une population très difficile à étudier. On dispose, pour essayer de faire cette balance bénéfice-risque, d'outils informatiques, de listes, peu importe le nom. Et puis aussi, on a le gériatre, qui est quand même quelqu'un qui est un peu l'expert de la personne âgée, et qui peut aider éventuellement les familles et le médecin traitant à essayer de faire le tri. Le pharmacien a un rôle important et nouveau. Déjà, dans les services hospitaliers, nous voyons maintenant des pharmaciens cliniciens qui vont nous aider dans la gestion du traitement. On parle de conciliation médicamenteuse. Mais ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui, c'est surtout en ville, car les pharmaciens, depuis quelque temps, sont autorisés de faire des bilans partagés de médication pour les personnes polymédiquées ou alors qui ont plus de 75 ans ou qui ont plus de 65 ans et qui sont en affection de longue durée. Le pharmacien analyse l'ensemble du traitement, donc sa totalité, transmet son analyse au médecin, travaille avec le patient, la compréhension, l'observance du traitement et surtout donc l'adhésion du patient à son traitement. Bien sûr, il n'est pas question de passer à la pharmacie à l'heure de pointe. C'est bien sûr, les pharmaciens donnent des rendez-vous pour faire ces bilans partagés de médication à la demande du patient. Le gériatre peut être consultant dans des soucis complexes thérapeutiques. Et le patient a un rôle, ou son proche, le patient ou son proche, c'est-à-dire il alerte le médecin quant aux effets indésirables, à lui aussi peut-être de le démarcher, docteur, est-ce que je ne prends pas trop de médicaments? Et il faut faire cet effort un peu chaque année au niveau des médecins, au niveau du patient, d'essayer de diminuer ce nombre de médicaments. Et aussi, au niveau du patient, il n'est plus le temps de contester l'automédication. C'est tout à fait normal de prendre des médicaments de son propre chef quand on a mal à la tête, quand on a mal dans le dos. Mais il faut rediscuter de cette automédication avec son médecin et voir les médicaments autorisés ou plus risqués. Il faut faire attention quand on est fragilisé par l'âge, par les pathologies, par l'avancée en âge, donc aux événements qui peuvent être déstabilisants et qui peuvent finalement rendre votre traitement toxique. Il y a des événements qui peuvent faire basculer le traitement que vous prenez dans la iatrogénie. Et les éléments déstabilisants, c'est toutes les pathologies aiguës, avoir, je ne sais pas, la grippe, la Covid, la bronchite, une gastroentérite, voilà. Mais il y a aussi des événements psychologiques, un deuil, une dépression, qui peuvent favoriser la iatrogénie, favoriser l'apparition des effets indésirables des médicaments. La sortie de l'hôpital, c'est sans conteste un moment critique. Il y a beaucoup d'erreurs de prescription. Alors, je le sais puisque je vérifie l'ordonnance que font les internes dans le service, mais c'est plus compliqué que ça dans la mesure où souvent le patient n'apporte pas la bonne ordonnance déjà à l'hôpital et donc on a des erreurs déjà sur la connaissance du traitement en cours quand le patient arrive à l'hôpital. Donc vous voyez, c'est vraiment difficile à l'hôpital aussi de gérer les médicaments. Souvent, malheureusement, la sortie de l'hôpital s'accompagne d'une augmentation du nombre de médicaments. Par exemple, quand on sort aux États-Unis d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, eh bien souvent,
on sort avec plus de 10 médicaments. C'est au médecin traitant, avec le patient, d'essayer de refaire le tri à ce moment-là. Donc, je vous conseille de revoir le médecin traitant après la sortie de l'hôpital. Parlons un petit peu de la vaccination contre la Covid-19, car on a tout entendu. Chez la personne âgée, comme chez d'autres personnes aussi, très gros bénéfice à vacciner. Il y a des effets indésirables, c'est vrai, mais le bénéfice est écrasant à se faire vacciner, donc vaccinez-vous. Voilà. Il y a des situations très à risque où le médicament que vous prenez peut s'avérer toxique, et en préparant un petit peu ce webinaire au grenier chez moi, je me suis rendu compte dimanche dernier qu'il faisait très chaud et qu'il fallait parler de la canicule. Donc quelques conseils. Avant la canicule, c'est-à-dire actuellement finalement, s'assurer que vous disposez auprès de vos proches les plus fragiles d'un ventilateur, de brumisateur. Essayez de repérer une pièce froide dans la maison, dans l'appartement. Si on est sous comble, c'est peut-être le moment d'installer une climatisation dans une pièce. Avoir un thermomètre à disponibilité. Savoir que les personnes âgées isolées peuvent se faire connaître auprès des services municipaux pour figurer sur un registre communal, avec donc des travailleurs sociaux qui vont appeler les personnes âgées en cas de canicule avérée. Alors pendant la canicule, le plus important à mon sens, c'est de maintenir le contact. C'est pas très facile quand l'enfant habite à Nice et le parent proche à Lille, c'est pas très facile, mais il faut essayer de se téléphoner tous les jours pour savoir ce qui se passe. Il faut inciter à sortir aux heures les plus fraîches, aérer la nuit, fermer les fenêtres et volets de jour, séjourner dans une pièce fraîche au moins 3 heures par jour, s'astreindre à l'alimentation froide, fractionnée, riche en fruits et légumes, s'hydrater régulièrement, mais sans excès. Et je me souviens de quelques cas où des patients buvaient 4 ou 5 litres par jour pendant la canicule de 2003. Ça a posé problème. Pas d'alcool, pas de thé, pas de café. Éviter l'échauffement du corps. Assurer l'évaporation pour rafraîchir, pour refroidir le corps. Donc, c'est douche tiède ou bain tiède. Humidifier la peau et ventiler pour faire évaporer cette humidification, cette eau, avec un ventilateur sur le côté, un ventilateur mis sur le côté. Il faut s'occuper donc des médicaments qui peuvent donc être toxiques en cas de canicule, donc notamment les diurétiques. Ce sont des médicaments qui servent à éliminer sel et eau, notamment dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'hypertension. Donc, il faut souvent prendre l'avis du médecin traitant pour modifier ces traitements, mais il faut discuter en tout cas de diminuer, voire d'arrêter certains diurétiques, de diminuer les médicaments d'hypertension, de diminuer les psychotropes, de diminuer les médicaments qui peuvent être toxiques si le rein fonctionne moins bien, et quand on se déshydrate, le rein fonctionne moins bien, et éviter à tout prix les anti-inflammatoires. Pendant la canicule, il faut repérer quand notre proche va mal. Alors, il y a 2 problèmes qui peuvent survenir sérieusement, qui vont donc nécessiter une intervention. Le premier, c'est le syndrome d'épuisement-déshydratation. Donc, la personne victime de ce syndrome pendant la canicule a des sueurs intenses et surtout une grande fatigue. C'est ça le plus important à retenir, avec plus de difficultés à se déplacer. Le comportement habituel est modifié, il y a des vertiges, peut-être un peu de fièvre. C'est un signe d'alerte qui ne nécessite pas forcément une hospitalisation, mais il faut intervenir vraiment en urgence pour améliorer les choses, réhydrater et mettre la personne dans une pièce plus fraîche. Si on ne fait rien, on va vers le coup de chaleur qui est extrêmement grave. La peau devient rouge et sèche ou moite. Il y a des troubles de conscience, il y a de la somnolence qui est vraiment importante, des nausées, de la diarrhée, des crampes, des maux de tête. La température corporelle échappe à tout contrôle et dépasse souvent 39 degrés. C'est une urgence, vraiment une urgence dans l'heure. Donc, si on revient au sujet qui est celui de la polymédication, tout l'art en fait est de s'adapter au fil du temps à son patient,
d'essayer de déprescrire, c'est-à-dire d'enlever les médicaments devenus inutiles ou dangereux au fur et à mesure du vieillissement, et donc d'éviter ce qu'on appelle l'overuse, c'est-à-dire l'excès de traitement qu'on voit souvent avec les psychotropes, les antiacides intestinaux, d'éviter les médicaments dont le rapport bénéfice-risque est défavorable chez les personnes fragiles et d'éviter quand même aussi de traiter insuffisamment. Et on voit ça souvent dans l'hypertension, la douleur ou l'ostéoporose chez les personnes âgées. C'est la conclusion. Pour dire que les médicaments, c'est l'affaire de tous. Aidants et patients doivent s'en mêler. Le médecin traitant, le médecin gériatre qui peut être consulté, le pharmacien qui peut être consulté, comme on l'a dit, les professionnels de l'hôpital, des EHPAD. Cette réévaluation permanente de la quantité de médicaments et de la qualité de ces médicaments est dynamique, c'est-à-dire que c'est un travail interminable qui doit être fait tout au long du vieillissement et au fur et à mesure des pathologies qui se développent. Cette réévaluation doit être anticipatoire, par exemple lors de prévisions de forte chaleur ou avant une chirurgie, avant un événement particulier. Et puis, j'insiste là-dessus, on peut parfois remplacer des médicaments par des approches non médicamenteuses. C'est ce qu'on ne fait pas, c'est ce qu'on ne sait pas faire encore en France dans un certain nombre de pathologies. Pascal, merci pour cet exposé extrêmement clair, extrêmement complet. Vous avez parlé de la réflexion sur la hiérarchisation des maladies à prendre en compte quand on vieillit. Et moi, je vais vous poser cette question. Comment faire pour hiérarchiser avec son médecin les maladies que l'on doit prendre en compte afin d'optimiser la thérapeutique et d'éviter une polymédication? Écoutez, j'ai pas de recette toute faite. Ce que je dirais, c'est que il faut se méfier des vieux médicaments qu'on prend depuis très très longtemps. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le renouvellement automatique? Alors, on a parlé, par exemple, dans le domaine de l'hypertension, de l'hypertension qui peut être sous-traitée, pas assez traitée. Parfois, elle est surtraitée. Et il y a des pathologies avec l'avancée en âge qui vont faire baisser la pression artérielle. Donc, on a souvent besoin d'élaguer, enfin de diminuer un peu le nombre de médicaments de l'hypertension. Enfin, les objectifs de prise en charge de l'hypertension ne sont pas les mêmes, par exemple, dans le grand âge. On est un petit peu moins exigeant, très souvent. Donc, repérer peut-être les vieux médicaments, rediscuter des médicaments qu'on peut prendre en cas de maux de tête. Si on peut prendre de l'ibuprofène à 55 ans, c'est pas sûr qu'on puisse prendre cet anti-inflammatoire à 80 ans. C'est pas sûr du tout même. Et puis s'alerter quand le nombre de médicaments augmente. Voilà, je sors de l'hôpital, ils ont augmenté le nombre de médicaments. Est-ce que c'est licite? Est-ce qu'on peut pas en baisser d'autres? Est-ce que tout ce qu'ils m'ont donné est utile? Est-ce que c'est important de continuer à traiter le cholestérol? Il faut, en fait, le plus important, c'est se poser des questions, se poser des questions, se remettre en cause positivement, être positif dans cette démarche, interroger le médecin traitant. Et les médecins auront moins de mal à diminuer le nombre de médicaments si on leur demande de le faire. Comme je vous l'ai dit, on est un petit peu prisonnier des études actuellement qui ont des études basées sur les preuves. Finalement, on a peur en tant que médecin d'arrêter certains médicaments. On a peur que le malade nous le reproche si malheureusement un événement néfaste survient. Et je pense qu'il faut faire cohésion avec le médecin traitant, le médecin généraliste, et lui dire, moi, docteur, je suis d'accord si vous essayez de baisser le nombre de médicaments, je veux bien prendre le risque. Voilà. Merci. Peut-être, je me permets de rajouter, dans le dialogue entre le médecin traitant et le patient, peut-être que le patient, enfin même certainement, le patient a aussi le droit de dire quelles sont les maladies, s'il y en a plusieurs, qu'il souhaiterait continuer à soigner et peut-être pas d'autres. C'est un échange, une discussion avec le médecin traitant. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette proposition? Ah oui, Vincent, votre réflexion est très pertinente. On ne demande pas assez aux patients, finalement, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'on soigne, qu'on ne soigne pas? C'est vraiment très pertinent. Ce que vous dites là, vraiment, il faut tenir compte de ça. Oui.
Quelles sont les bonnes règles de la prise d'un traitement qui puisse limiter la iatrogénie? Je pense en particulier au moment de la journée où on doit prendre le traitement. Est-ce qu'il doit être pris à jeun ou au contraire au moment en absorbant des aliments? Est-ce qu'on peut prendre un médicament, en particulier des comprimés, à sec, c'est-à-dire sans avoir un verre d'eau, enfin sans déglutir de l'eau en même temps que le médicament? Vous voyez, est-ce qu'il y a des bonnes règles de prise du traitement pour limiter la iatrogénie? Alors, moi, je veux dire mon opinion, hein. Je ne suis pas expert des bonnes règles forcément. Mon opinion, c'est qu'il faut, quand on choisit un traitement, il faut choisir les traitements qui se prennent simplement, c'est-à-dire quand on veut, et une fois par jour si possible. Voilà. Alors, il y avait des bonnes règles stupides, par exemple, je pense au fer oral. On lui disait, il faut le prendre 2 heures avant les repas, 1 ou 2 heures avant les repas. Bon, le résultat, c'est la non-observance. Personne ne prend un traitement 2 heures avant un repas. Enfin, personne. Même à 30 ans. C'est pas possible. Hein. Donc, moi, j'ai toujours le fer. Vous le prenez au milieu du repas. C'est moins bien absorbé. C'est dommage, mais c'est moins bien absorbé. Mais au moins, on le prend et puis il y a moins de nausées. Voilà. Donc, je pense que le principal rôle du médecin, c'est de sélectionner les produits qui ont une galénique, c'est-à-dire une forme, gélule, sachet, poudre, liquide, une forme adaptée à chaque patient qui peut avoir ses problèmes, hein, surtout des troubles de la déglutition, des passages de professionnels le soir plutôt que le matin plutôt que le soir. Voilà. Donc, mais la règle d'or, à mon avis, c'est la simplicité. Minimum de prise possible. Dans l'hypertension, on dispose malheureusement souvent une seule molécule, un seul traitement ne suffit pas. Il faut en associer deux. Et on dispose de médicaments où les deux produits sont déjà associés. Hein. Donc, ça n'en fait qu'un. Donc, simplicité dans la prise en charge et pas de contraintes vis-à-vis justement des prises alimentaires. Donc, il y a quand même beaucoup de médicaments qui n'imposent pas de contraintes importantes. Merci. Merci pour ce webinaire. Merci à vous deux et puis merci aussi à tous les aidants. Et je remercie la CARSAT Pays de la Loire